Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire intitulé «Comment optimiser ses achats de certificats CO2 dans le mécanisme ETS européen». Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit test, son-image. Est-ce que vous pourriez me dire, dans l'onglet chat en bas à droite si vous nous entendez correctement et si vous voyez la présentation correctement? Super, super, merci beaucoup. Impeccable, impeccable, on va commencer. Alors je m'appelle, Jonathan Collins, je suis consultant pour Blooper l'Énergie et j'ai l'honneur de modérer ce webinaire qui vous est présenté par, Coretech Energy en partenariat avec, BNP, Paribas Fortis Factor et avec le soutien de Blue Energy. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Blue Energy, il s'agit d'une plateforme européenne de services à l'énergie, dont le modèle est de constituer un large réseau de PME qui sont chacune spécialisées dans différents métiers des services à l'énergie pour une clientèle professionnelle. Alors Coretech Energy, c'était une des premières sociétés à rejoindre Blue Energy. C'est une société belge qui a une profonde expertise dans les technologies, les services et les stratégies énergétiques et qui est aussi experte dans la gestion des achats de certificats CO2 pour le compte de clients professionnels. C'est un service pour lequel elle a établi un partenariat avec BNP Paribas Fortis Factor afin de permettre à ses clients d'accéder à des solutions complémentaires de financement et de factoring. Alors, j'ai donc le plaisir d'animer ce webinaire qui a pour but de vous expliquer les tenants et aboutissants des achats de certificats CO2. Alors, il se déroulera en 3 parties. Nous commencerons par le volet réglementaire présenté par Ward de Reikere. Puis nous aurons ensuite une présentation de Pierre-Yves Dezeaux et Fanny Carvenin sur les stratégies d'achat. Et enfin, on finira par la partie financement et factoring présentée par Aurélien André et Stéphanie Lisens de BNP Paribas. Alors, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite et on y répondra en fin de session. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Ward de Reikere pour aborder le volet réglementaire. Ward, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce volet concerne les aspects régulatoires du mécanisme EUTS. Je ne peux pas passer les slides, excusez-moi. Donc, le contexte régulatoire, en fait, repose sur le principe d'un équilibre entre les émissions et les allocations. Donc, les émissions doivent être mis en avant annuellement et ils doivent être en équilibre avec les allocations, le nombre de droits d'émission que vous recevez. S'il y a un excédent, vous pouvez vendre les allocations. S'il y a un déficit, il y a une obligation d'en acheter. S'il y a un déséquilibre qui reste après toutes ces opérations, vous allez avoir des pénalités à 100 € la tonne. Et puis, vous avez 1 an pour rectifier la situation et retrouver l'équilibre entre les émissions et les allocations. Donc, l'ETS, en fait, il a commencé par le protocole Kyoto. Le protocole Kyoto de 1997. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à passer les slides. Ward, tu vas avec ta flèche sur la présentation et là, tu peux cliquer sur la petite flèche à droite. Excusez-moi. Voilà. Donc, et le système ETS, donc le Emission Trading System, a été créé en 2005 après et est maintenant dans sa 4e phase qui court jusqu'en 2030. Il y a la majorité des pays européens participent, ainsi que la Suisse. Et le système est en fait un système de cap and trade. Donc, ça veut dire que le nombre de droits d'émission qui sont alloués aux entreprises est capé. Donc, il y a un maximum et l'excédent des entreprises ou le déficit va
va aller dans un marché d'achat et de vente. Donc, il y a réellement une création d'un marché de droits d'émission. Donc, ce marché donne ou affiche un prix journalier pour les achats et ventes sur la plateforme des droits d'émission. Si les prix pour les droits d'émission sont très bas, ça correspond à un manque d'incitation aux industriels pour réduire leurs émissions. Récemment, on a connu une augmentation extrêmement forte des prix d'émission et l'Europe peut intervenir également sur ce marché moyennant une réserve de droits d'émission où ils peuvent également retirer un certain nombre de droits d'émission pour ainsi influencer le prix des droits d'émission. La base légale est la directive de 2003 et plus différents amendements qui ont apparu au cours de l'application de cette directive. Et la partie la plus importante, c'est la partie Monitoring and Reporting Regulation, où on va regarder un petit peu plus en détail de quoi il consiste. Donc, qui doit participer au système UETS? Donc, c'est toute installation, tout site qui, avec une capacité thermique installée, donc ne pas les émissions réelles, mais bien les capacités installées thermiques sur des sites définis, si oui ou non, on doit participer au système UETS. Donc, cette capacité, quand elle dépasse 20 MW thermiques, vous avez l'obligation, par votre permis d'environnement, de participer au système. Il y a des activités qui sont exemptes, mais on ne va pas aller en détail là-dessus. Donc, voilà, vous avez votre site, vous faites le calcul, vous faites la somme des capacités installées de toutes vos installations, tous vos équipements. Si ça dépasse 20 MW, vous devez obligatoirement participer au système UETS. Certaines industries doivent de toute façon participer, donc comme des industries primaires, l'aluminium, le verre et le chimie de base. Donc, tout le système de mise en conformité repose sur un plan de monitoring qui est la base pour le suivi des émissions annuelles qui doivent être déclarées avec un rapport standard dans toute l'Europe qui doivent être déclarés aux autorités compétentes. Ce rapport, il est vérifié par des vérificateurs, des instances de vérification. Et une fois vérifié, donc vous allez soumettre votre rapport à l'autorité compétente. Donc les intervenants sont bien donc vous comme les industriels comme opérateurs des installations, basés sur le plan, le monitoring plan. L'autorité compétente va vérifier, va contrôler que le monitoring plan reste conforme aux installations que vous avez. Et puis, le cycle de mise en conformité démarre chaque année au début de l'année pour finalement résulter dans un certain nombre de droits d'émission déclarés. Après ce cycle, un autre intervenant dans ce cycle est la société de vérification qui donc vérifie chaque année les droits d'émission, les émissions réalisées. Donc ce cycle dans le temps, il démarre donc à chaque année avec pour une année d'émission et une année de trading, et l'année plus 1 sert à donc déclarer, selon le cycle de mise en conformité, à déclarer le nombre d'émissions. Une fois que la déclaration a été vérifiée conforme et faite, donc vous allez en fait devoir céder
les droits d'émission au 30 avril de l'année +1. Il y a trois façons de déterminer le nombre, les émissions réelles. Les émissions réelles sont donc déterminées sur base d'un calcul, sur base des mesures ou un système qui combine ces deux façons de calculer ou de définir les émissions réelles. La méthodologie standard est donc pour le CO2 la multiplication des datas d'activité et des facteurs d'émission. Et les datas d'activité sont donc normalement pour les combustibles définis par donc la quantité de combustible multipliée par le pouvoir calorifique du combustible. Pour les émissions process, le système est équivalent, mais donc repose sur les activités des process même et des facteurs d'émission de ces process. Dans l'autre côté de la balance, donc si on a déclaré un certain nombre d'émissions, dans l'autre côté de la balance, pour arriver à l'équilibre entre les émissions et les allocations, vous avez donc bien les allocations des droits d'émission. Même directive avec certains éléments en plus qui sont donc le Free Allocation Regulation, donc le phare qui définit donc combien d'émissions sont allouées aux entreprises. Et un élément clé là-dedans, c'est donc le nombre d'émissions qui vous sont allouées gratuitement et donc qui sont décroissants dans le temps pour inciter donc les entreprises à prendre des mesures de réduction d'émissions de CO2. Donc pour la période dans laquelle on est dedans, il y a 2 périodes d'allocation gratuite. La première période court jusqu'en 2025, après en 2026 jusqu'en 2030, les droits d'émission alloués au procédé, au site, seront décroissants jusqu'à 0. Il y a un concept très important qui définit les allocations, et c'est le concept de carbon leakage. Ça veut dire les entreprises qui risquent de partir d'Europe parce que le coût de la régulation sur les droits d'émission est trop élevé et moins cher ailleurs. Donc les sociétés qui risquent de délocaliser à cause de systèmes ETS vont voir une allocation à 100% de leurs émissions. Les autres secteurs ou autres produits vont recevoir des allocations qui sont décroissants dans le temps. La production d'électricité ne reçoit pas d'allocation gratuite pendant la phase 4 et ça veut donc dire que le coût de CO2 est répercuté à 100% dans les prix d'électricité. Donc, carbon leakage, non-carbon leakage, très important pour savoir combien de droits d'émission que vous allez recevoir. Il se peut même que sur un même site, vous avez des produits qui ont droit à des droits d'émission qui sont carbon leakage ou des productions non-carbon leakage. Donc, on fait la somme des deux pour définir le nombre de la quantité des droits d'émission que vous recevez sur base d'un niveau d'activité historique, donc le HAL, Historical Activity Level, qui est défini sur la période 2014-2018 et qui évolue dans le temps avec l'activité et qui est donc ajusté à chaque fois que vous faites le reporting ou la déclaration de vos émissions et de vos activités. Donc aujourd'hui, dans la phase 4, on prend comme référence les activités entre 2014 et 2018, mais on les fait évoluer là où avant, on reposait à chaque fois sur cette même période, mais à partir de cette phase-ci, les niveaux d'activité qui ont pris en considération pour l'allocation des droits d'émission évoluent dans le temps et fait
que vous allez recevoir une quantité de droits d'émission différente à chaque année et qui est par définition décroissante du fait que les systèmes aboutit à une allocation zéro en 2030. Il y a des formules qui définissent donc le niveau d'activité qui est pris en compte pour la définition des allocations. Et vous avez donc l'obligation de faire un monitoring, de suivre votre activité et de faire un reporting de votre activité également sur base d'un plan qui s'appelle donc le Monitoring and Methodology Plan, qui est encore une fois approuvé par l'autorité compétente et qui doit être reporté, qui doit être déclaré en même temps que la déclaration des émissions réelles. Vous avez donc, comme je viens de dire, une obligation de reporting, aussi bien sur les émissions et aussi bien sur les allocations et l'activité qui est derrière pour définir combien de droits d'émission que vous allez recevoir des autorités. Voilà, je passe la parole à Pierre-Yves et à Fanny. Merci beaucoup, Ward. Pierre-Yves, Fanny, c'est à vous pour le volet stratégie. Oui. Tu peux avancer, Fanny. Donc, concernant le volet stratégie, le marché des CO2 vient d'être bien expliqué et le cadre régulatoire bien expliqué par Ward. Et donc, on se rend compte que c'est un marché qui est totalement soumis aux règles de l'offre et de la demande. C'est un marché libéralisé où les certificats sont négociables selon des critères d'offre et de demande. Ce qui veut dire que tout comme Cortec le fait depuis une quinzaine d'années pour des marchés tels que l'électricité ou le gaz, il nous est loisible aussi pour le marché des certificats de travailler sur des stratégies d'achat. On a vu que dans un des précédents slides montrés par Ward, que ce marché avait beaucoup fluctué, beaucoup augmenté, mais parfois aussi diminué en termes de prix. Et il est donc très souvent intéressant de mettre en place une stratégie d'achat qui correspond en ce qui concerne l'ensemble des acteurs de marché par une mise en place d'un mécanisme proactif de fixation de prix. Ça permet, dans la grande majorité des cas, de rentrer dans un cadre budgétaire préalablement fixé et, dans tous les cas, de rentrer dans une stratégie de risque et dans un profil de risque qui serait contrôlé et qui serait en accord avec la stratégie globale de l'entreprise soumise au quota. Concrètement, qu'est-ce que ça peut impliquer pour l'entreprise? Eh bien, ça implique de rentrer dans un processus de répartition des achats dans le temps. On sait qu'il y a une remise annuelle, mais ça ne veut pas dire qu'on doit acheter 100% de ses besoins en un an. Et ça implique aussi de fixer un cap et un floor, donc un prix maximum et un prix minimum d'achat qui pourra rencontrer les critères de prise de risque décidés préalablement par la stratégie de l'entreprise. Donc, un slide plus loin. Donc, de manière très concrète, on va schématiquement catégoriser l'appétit au risque de l'entreprise par 3 catégories. On aura des entreprises qui seront plutôt conservateurs dans leur prise de profil, ou modérées ou agressives. En fonction de chacun des profils de risque, on se retrouvera à fixer un prix plancher et un prix plafond de cotation du certificat afin de rentrer dans cette acceptation et cette prise de risque. On a vu que ça fluctuait très fort. Les montants sont évidemment importants. Le fait de bien se caler au niveau de la stratégie permet de contrôler son budget et de se sentir en phase avec les réservations budgétaires préétablies. Donc, je viens d'expliquer
que nous avions une possibilité d'avoir un prix minimum et un prix maximum. Ce prix minimum et ce prix maximum, dans tous les cas, doit rentrer dans un planning. Ce planning est imposé par le cadre régulatoire puisqu'une remise doit avoir lieu le 30 avril. Donc, on sait pertinemment que ce 30 avril, il faudra s'être procuré les certificats et de manière à, encore une fois, répartir le risque et se coordonner pour cette remise du 30 avril. En plus d'un cap et un floor, on peut établir de manière délibérée et volontaire des stratégies d'achat fractionné dans le temps cette fois-ci. Donc, il y a à la fois la notion de cap et de floor et à la fois la notion d'étalement dans le temps. Cet étalement dans le temps sera plus ou moins important en fonction, encore une fois, de l'appétit au risque et donc, a priori, au gain que pourra trouver une entreprise versus une autre. Donc, on le voit, la libéralisation voulue et régulée par l'Europe laisse place à des optimisations qui permettent à tout le moins de planifier autant que faire se peut les budgets alloués, qui devront être alloués dans tous les cas au certificat CO2. Ici, on va vous montrer un exemple concret qu'on a avec notre client. Donc, c'est un client qui a opté pour un profil de risque modéré sur base de discussions qu'on a eues avec lui. C'était vraiment le profil de risque qui lui correspondait par rapport à ce que Pierre-Yves disait. Donc, l'exemple concret concerne la période du Q4 2021, donc c'est tout frais. Du coup, ce que Coretech fait, c'est que le premier jour ouvrable de la période, donc ici pour le Q4 2021, c'était le 1er octobre, Coretech adresse un email au client pour lui annoncer la valeur du départ, donc la valeur du 1er octobre. Ici, on était à 62,68 €. Grâce à cette valeur de départ, on peut déterminer notre cap et notre floor. Dans le cas d'un profil de risque modéré, du coup, c'est +5, -5. Donc, ça représente la ligne orange continue et la ligne grise continue. Ça, c'était, on va dire, notre terrain de jeu pour la période du Q4. Ensuite, ce que Coretech fait, c'est que tous les jours ouvrables, il y a une veille de marché. Donc, tous les jours ouvrables, on regarde où se trouve le marché. Et il s'avère, comme on le voit, que le 19 octobre, le marché a touché notre floor, ce qui fait qu'on a procédé à l'achat. L'achat a donc eu lieu et il a été à hauteur de 57,27 € par EUA. Bon, on voit l'évolution qui s'est passée durant ce trimestre. On voit quand même qu'il y a eu un maximum à 88,88 € et un minimum à 54,52 € pour une moyenne générale de 68,75 € sur le trimestre. Donc, on peut dire que l'opération a plutôt été bonne vu qu'on est plutôt proche du minimum dans ce cas-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le marché est stable durant la période et donc du coup qu'il ne touche jamais notre cap ou notre floor, on achètera d'office les quantités prévues le dernier jour ouvrable du mois. Donc ici, ça aurait été le 31 décembre. En guise de résumé de la stratégie d'achat offerte par Coretech, voici les différentes étapes. Donc, en premier lieu, il y a bien entendu une discussion avec le client pour déterminer son profil de risque par rapport à ses volontés de budget, son appétit au risque, etc. Il est important aussi de déterminer les quantités que nous allons acheter et la durée d'application de la stratégie. En étape numéro 2, on doit passer par là, la signature de la convention entre les deux parties. Et alors, une petite étape administrative qui a toute son importance, c'est de s'ajouter mutuellement sur la liste de confiance. Je m'explique, les EUA sont des produits financiers et du coup, les transactions de ce type de produit est très réglementée. Donc, si les deux parties ne sont pas mutuellement sur une liste de confiance, les transactions entre ces deux parties peuvent prendre plusieurs jours ouvrables. Donc, c'est pourquoi on fait proactivement cette étape administrative avec le client pour éviter les mauvaises surprises et pour accélérer le processus. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec le début de la période. Donc, dans mon exemple, là, par exemple, c'était le 1er octobre, où on adresse un email pour
expliquer les caps et les fleurs qui sont d'application. Donc, ça détermine vraiment le terrain de jeu pour la période en l'occurrence. Ensuite, entre l'étape 3 et l'étape 4, il peut très bien se passer 10 jours comme 2 mois. Ça dépend vraiment de la fluctuation du marché. Pour ça, Coretech va regarder le marché au quotidien pour vérifier est-ce que le marché touche oui ou non notre cap ou flore. Comme je le disais aussi, si le marché ne touche jamais le cap et le flore, on achète d'office. Donc, l'achat a quand même lieu durant la période. Ensuite, en étape numéro 5, nous allons facturer les EUA aux clients. Ce qui est important à noter, c'est que peu importe que l'achat ait eu lieu le 10 octobre comme le 15 décembre, l'échéance sera toujours la fin de période. Donc ici, dans l'exemple de notre client, l'échéance a été déterminée à début janvier. Ça permettait au client d'avoir une idée de quand il allait avoir une fluctuation dans son cash, on va dire, et ça permet du coup de budgétiser au mieux. Et enfin, sous 8 jours après le versement, Coretech retransfère les EUA achetés sur le compte du client. Et là, la transaction est instantanée grâce au fait qu'on se soit ajouté mutuellement sur la liste de confiance en étape numéro 2. Tout à fait. Voici du coup la stratégie d'achat que Coretech vous propose. Très bien, merci beaucoup Fanny et Pierre-Yves. Du coup, je vais passer maintenant la parole à Stéphanie et Aurélia de BNP Paribas pour la partie financement factoring. C'est à vous. Bonjour à tous, merci de nous recevoir en ce vendredi matin. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Lisens et je suis accompagnée ce matin par Aurélie André pour vous parler de la structuration financement de l'opération que nous pourrions mettre en place avec Coretech. Voici l'ordre du jour pour cette brève présentation. Donc, on va d'abord vous introduire brièvement qui est BNP Paribas Fortis Factor. Ensuite, on vous expliquera sur une ligne du temps comment fonctionnerait cette structuration qui est tout à fait sur mesure. Ensuite, on vous en donnera les avantages, les conditions et on terminera par une brève conclusion. Donc, si je zoome sur BNP Paribas Fortis Factor en quelques chiffres, il faut savoir que nous représentons 35% de parts de marché en Belgique. Nous sommes donc leaders sur le marché. Nous faisons partie à 100% du groupe BNP Paribas Fortis. Nous avons 3 points d'exploitation qui sont Bruxelles, Turnhout et Louvain pour des raisons organisationnelles et stratégiques. Et il y a plus ou moins 200 personnes qui sont à votre service pour essayer de structurer au mieux, selon vos besoins, le programme choisi. Ces 35% de parts de marché représentent 3 milliards de financement de créances sur une année. Un autre chiffre que l'on peut citer, c'est qu'en Belgique, une facture sur 6 est cédée à une société de factoring, ce qui montre bien le développement de ce genre de technique. Au niveau du nombre de factures et de notes de crédit qui sont traitées annuellement, on parle de 8 millions. Et enfin, on parle de 550 000 clients qui sont gérés chez nous pour brasser un peu plus de 30 milliards de chiffres d'affaires. Ce sont donc des chiffres conséquents qui montrent bien que nous sommes tout à fait habilités et habitués à traiter ce genre de structuration. Donc ici, dans le cas de la société Coretech, nous avons été en discussion avec eux pour voir s'il y avait une possibilité de pouvoir finalement financer, de devenir un partenaire avec la société Coretech. Il faut savoir que Coretech, voilà, ça a été bien expliqué de leur côté. Ça, c'est vraiment leur métier, c'est vraiment s'occuper de l'achat et finalement de pouvoir lisser le prix tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, forcément, il va y avoir des facturations. Si je prends ici le cas, et j'ai pris le cas ici d'un exemple avec 4 factures tout au long de l'année. Non, si on se base notamment sur la première facture, qui correspond, finalement au premier achat de certificat CO2 sur l'année, dans un processus normal que vous allez notamment avoir Coretech, la facture va être émise et elle va devoir être payée dans des conditions de paiement relativement courtes. Ici, l'avantage, que nous pouvons amener en termes de financement, c'est que toutes ces factures-là qui vont être émises par Coretech peuvent être préfinancés. Nous allons finalement avancer l'argent à votre place pour pouvoir libérer une certaine trésorerie. Donc pendant toute cette année, vous n'allez pas débourser un seul montant et le montant final, les 4 factures ici dans notre exemple, devront être payées à échéance unique.
Ici, nous avons pris l'exemple du 31 mars comme date échéance unique, donc le 31 mars de l'année suivante. Donc pour la première facture, pour être vraiment très clair, si on se base sur la première facture qui a été finalement émise au 31 mars de l'année X, avec une échéance unique du 31 mars de l'année suivante, ben, vous allez obtenir des conditions de paiement jusqu'à 365 jours. Donc on est vraiment ici dans un process assez atypique. C'est pour ça qu'on a bien collaboré avec Coretech pour pouvoir vraiment trouver un système vraiment sur mesure, un financement sur mesure des certificats CO2 ici dans ce cas-ci. Donc en bout de course, le 31 mars, il y a un paiement unique des 4 factures présentes ici dans l'exemple. Concernant les avantages, ils ont déjà été cités, mais ils sont rappelés ici, c'est le préfinancement des factures. Les factures qui sont émises par Coretech, finalement, on va intervenir et on va les financer, ces factures-là, dans un premier temps. Ça va forcément vous libérer une certaine trésorerie. Vous allez finalement les payer en une seule fois l'année d'après, mais pendant toute cette année-là, vous allez libérer toute cette trésorerie que vous ne devez pas avancer auprès de Coretech, qui s'occupe des achats pour vous. Et obtenir des délais de paiement à 365 jours, c'est quand même relativement atypique comme condition de paiement, mais c'est réalisable, en tout cas dans ce type d'opération qui a été convenu avec Coretech. Au niveau des quelques conditions qui vont devoir être remplies pour pouvoir rentrer dans une structuration telle que celle-ci qui est du sur-mesure, il y aura donc évidemment un texte de cession sur la facture qui mentionnera que cette facture est cédée à BNP Paribas Fortis Factor et doit être payée sur son compte à l'échéance de la facture. Il y aura également une acceptation de la facture par une personne qui peut engager la société, soit en inscrivant directement sur la facture que celle-ci est acceptée, sera bien payée à la date due en mentionnant l'échéance finale, soit via un email adressé à notre service. Via ce texte de cession apposé sur la facture, il y a une cession de propriété juridique de cette facture qui sera donc la garantie de BNP Paribas Fortis Factor pour une telle structuration. Le paiement se fera donc sur le compte du factor et non pas sur le compte de Coretech. Et s'il y avait une ou plusieurs factures en souffrance qui étaient donc dépassées, qui n'avaient pas été payées, c'est également BNP Paribas Fortis Factor qui se chargera des éventuels rappels par rapport à ces factures non payées. Nous sommes donc ici dans une structuration tout à fait sur mesure qui répond aux besoins de Coretech et qui répond aux besoins éventuels de ses clients. On arrive au bout de cette présentation. On vous remercie pour votre attention en ce vendredi matin. Je tiens également à rajouter que nous faisons également toute autre forme de factoring directement sur des portefeuilles débiteurs, donc n'hésitez pas à nous contacter le cas échéant. Et je rends la parole à Jonathan pour conclure et voir si éventuellement il y aurait quelques questions qui auraient été posées lors de ce webinaire. Merci beaucoup Stéphanie et Aurélien. Alors il y a une première question ici, c'est alors est-ce qu'il est correct qu'en 2030, c'est la fin des quotas d'émissions gratuits, sauf exception? C'est tout à fait correct, oui. D'accord, d'accord. Alors une autre question qui est souvent posée, du coup je vais la poser, ça peut être utile pour nos auditeurs, c'est pour Coretech, quelle valeur ajoutée apporte Coretech par rapport à une transaction classique entre un trader et une société? Effectivement, j'entends une question qui est assez souvent posée. Je dirais que les différences et les avantages sont relativement marqués. Premièrement, un trader ne va pas véritablement faire une veille de marché. Nous sommes là au quotidien pour veiller le marché et se fixer sur une stratégie, ce qu'un trader ne fera pas non plus. Un trader aura tendance à exécuter un ordre de manière assez mécanique, alors que nous sommes là dans un mécanisme beaucoup plus proactif. Autre chose, vous l'avez vu avec l'explication de Ward, on suit de très près la législation, le cadre régulatoire et ses différentes mises à jour, ses différentes évolutions. Et puis, je pense qu'un autre aspect qui est
en général fort apprécié de nos clients, c'est l'aspect de suivi administratif général que nous apportons au dossier. Par exemple, on accompagnera le client dans ces problématiques qu'il pourrait rencontrer avec l'administration, avec le registre des transactions. Et petite cerise sur le gâteau, on apporte une sécurité supplémentaire dans les transactions effectuées par un contrat d'assurance qui encadre les opérations et les différentes étapes sur lesquelles il pourrait y avoir potentiellement mal donne. Donc, je pense que l'ensemble de ces services nous différencie grandement, en fait, de ce que réalisera un trader qui, encore une fois, ne va faire, et ils le font pour la plupart très bien, mais ne va faire que d'appuyer sur un bouton pour exercer une transaction, alors que nous sommes plus dans un accompagnement. C'est un mot qui revient assez souvent chez nous. Nous sommes plus dans un accompagnement dans la durée et dans la profondeur de la problématique du client. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et alors une autre question qui est assez récurrente aussi liée au financement, c'est quel est l'avantage principal de faire du factoring et surtout quel est le coût d'une telle opération? Au niveau de l'avantage principal ici dans ce cas-ci, hein, au niveau de l'opération que nous aurions avec Coretech, Coretech finalement se base sur l'objectif, c'est de pouvoir lisser finalement l'achat des certificats CO2 et notre intervention, c'est finalement de pouvoir, que la société qui rentre dans cette collaboration avec Coretech, de pouvoir payer uniquement à la fin de la période, finalement la date butoir, hein, où les sociétés doivent respecter toutes les règles et toutes les normes imposées par le protocole de Kyoto que Ward a expliqué précédemment, quoi. Donc nous allons en quelque sorte, payer, avancer ces montants-là, hein. C'est parfois des montants assez importants, hein, on a eu quelques discussions avec Fanny et Pierre-Yves. Donc ce sont tous ces montants-là qui peuvent dégager, qui peuvent finalement libérer la trésorerie pendant toute une période, relativement longue. Hem, et la 2e partie de ta question, c'est au niveau du coût. C'est compliqué évidemment de pouvoir, ici citer un coût, sans connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants, mais ça va être avant tout une discussion finalement qu'il va y avoir avec Coretech, et la société qui veut rentrer dans ce process, d'achat de certificats CO2. Tout ce que nous pouvons, forcément dire, qu'est-ce qui va finalement influencer éventuellement le coût, la tarification, ça va être de quel volume de UA, on parle dans ce cas-ci, quoi. Donc c'est vraiment cette donnée-là qui va peu influencer la tarification. Mais voilà, ceux qui en tout cas les sociétés qui seraient intéressées par ce financement-là, je les invite à contacter Coretech, directement et voilà, on discutera évidemment au cas par cas, de chaque transaction. Très bien, merci Aurélien. Alors, Word précisait dans le chat que la fin des droits d'émission gratuits en 2030 porte sur les productions non-carbon leakage. C'était pour la première question qui avait été posée. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Fanny. Ses coordonnées sont ici sur la dernière slide de la présentation. Le replay sera disponible sur les sites web de Coretech Energy et Blooper Energy, peut-être de BNP Paribas, et aussi sur YouTube. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.